Nous allons faire une lecture analytique de l'ensemble du roman Thérèse Raquin d'Émile Zola. C'est-à-dire que je vais vous lire le roman et je m'arrêterai à chaque fois que le passage nécessite peut-être un éclaircissement ou une explication. Donc nous allons commencer par la préface de la deuxième édition dans laquelle Zola défend en fait le naturalisme puisque lorsque Thérèse Raquin a été édité pour la première fois, le public a eu une réaction très forte de rejet. Le public a vu une ordure, il a trouvé que ce livre était dégoûtant. Et donc, dans la préface de la deuxième édition, Zola se défend, mais il ne se défend pas que lui-même, il défend son mouvement, le naturalisme. J'avais naïvement cru que ce roman pouvait se passer de préface. Ayant l'habitude de dire tout haut ma pensée, d'appuyer même sur les moindres détails de ce que j'écris, j'espérais être compris et jugé sans explication préalable. Il paraît que je me suis trompée, puisqu'il a été vraiment très critiqué. La critique a accueilli ce livre d'une voix brutale et indignée. Certaines gens vertueux, alors ça bien sûr c'est ironique, dans les journaux non moins vertueux, ont fait une grimace de dégoût en le prenant avec des pincettes pour le jeter au feu. Les petites feuilles littéraires elles-mêmes, ces petites feuilles qui donnent chaque soir la gazette des alcôves et des cabinets particuliers, se sont bouchées le nez en parlant d'ordure et de puanteur. Je ne me plains nullement de cet accueil, au contraire, je suis charmée de constater que mes confrères ont des nerfs sensibles de jeunes filles. Donc vous remarquez toute l'ironie du passage. Il est bien évident que mon œuvre appartient à mes juges et qu'ils peuvent la trouver nauséabonde sans que j'aie le droit de réclamer. Ce dont je me plains, c'est que pas un des pudiques journalistes qui ont rougi en lisant Thérèse Raquin ne me paraît avoir compris ce roman. S'il l'avait compris, peut-être aurait-il rougi davantage, mais au moins je goûterai à cette heure l'intime satisfaction de les voir écœurés à juste titre. Rien n'est plus irritant que d'entendre d'honnêtes écrivains crier à la dépravation lorsqu'on est intimement persuadé qu'ils crient cela sans savoir à propos de quoi ils le crient. Donc, il faut que je présente moi-même mon œuvre à mes juges. Je le ferai en quelques lignes, uniquement pour éviter à l'avenir tout malentendu. Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. J'ai cherché à suivre pas à pas dans ces brutes le travail sourd des passions, les poussées de l'instinct, les détraquements cérébraux survenus à la suite d'une crise nerveuse. Donc là, il explique ce qu'est le naturalisme et ce qu'est donc son projet littéraire. Les amours de mes deux héros sont le contentement d'un besoin. Le meurtre qu'ils commettent est une conséquence de leur adultère, conséquence qu'ils acceptent comme les loups acceptent l'assassinat des moutons. Enfin, ce que j'ai été obligé d'appeler dans leur remords consiste en un simple désordre organique, en une rébellion du système nerveux tendu à se rompre. Donc, le naturalisme explique la passion par un désordre physique. L'âme est parfaitement absente, j'en conviens aisément, puisque je l'ai voulu ainsi. Donc, ce qu'on lui reproche, il le défend, parce qu'il dit que c'est volontaire, ce n'est pas une erreur de sa part. On commence, j'espère, à comprendre que mon but a été un but scientifique avant tout. Ça, c'est très important pour les naturalistes de montrer qu'ils agissent en tant que scientifiques, ils font des expériences sur leurs personnages. Lorsque mes deux personnages, Thérèse et Laurent, ont été créés, je me suis plu à me poser et à résoudre certains problèmes. Ainsi, j'ai tenté d'expliquer l'union étrange qui peut se produire entre deux tempéraments différents. J'ai montré les troubles profonds d'une nature sanguine, c'est-à-dire émotive, au contact d'une nature nerveuse, c'est-à-dire coléreuse et donc violente. Qu'on lise le roman avec soin, on verra que chaque chapitre est l'étude d'un cas curieux de physiologie. Donc il se place presque en médecin ici. En un mot, je n'ai eu qu'un désir, étant donné un homme puissant et une femme inassouvie, chercher en eux la bête,
ne voir même que la bête, les jeter dans un drame violent et noter scrupuleusement les sensations et les actes de ces êtres. J'ai simplement fait sur 2 corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres. Avouez qu'il est dur, quand on sort d'un pareil travail, tout entier encore aux graves jouissances de la recherche du vrai, d'entendre des gens vous accuser d'avoir eu pour unique but la peinture de tableaux obscènes. Je me suis trouvée dans le cas de ces peintres qui copient des nudités sans qu'un seul désir les effleure et qui restent profondément surpris lorsqu'un critique se déclare scandalisé par les chairs vivantes de leur œuvre. Tant que j'ai écrit Thérèse Raquin, j'ai oublié le monde. Je me suis perdue dans la copie exacte et minutieuse de la vie, me donnant tout entier à l'analyse du mécanisme humain. Et je vous assure que les amours cruels de Thérèse et de Laurent n'avaient pour moi rien d'immoral, rien qui puisse pousser aux passions mauvaises. Donc là, on a une réflexion sur le travail de l'écrivain. L'humanité des modèles disparaissait comme elle disparaît aux yeux de l'artiste qui a une femme nue vautrée devant lui, et qui songe uniquement à mettre cette femme sur sa toile dans la vérité de ses formes et de ses colorations. Aussi ma surprise a-t-elle été grande quand j'ai entendu traiter mon œuvre de flaques de boue et de sang, d'égout, d'immondice, que sais-je. Je connais le joli jeu de la critique, je l'ai joué moi-même, mais j'avoue que l'ensemble de l'attaque m'a un peu déconcertée. Quoi ? Il ne s'est pas trouvé un seul de mes confrères pour expliquer mon livre, sinon pour le défendre. Parmi le concert de voix qui criaient « L'auteur de Thérèse Raquin est un misérable hystérique qui se plaît à étaler des pornographies », j'ai vainement attendu une voix qui répondit « Eh non, cet écrivain est un simple analyste qui a pu s'oublier dans la pourriture humaine, mais qui s'y est oublié comme un médecin s'oublie dans un amphithéâtre, c'est-à-dire qui veut nous donner un cours sur la nature humaine. » Remarquez que je ne demande nullement la sympathie de la presse pour une œuvre qui répugne, dit-elle, à ses sens délicats. Je n'ai point tant d'ambition. Je m'étonne seulement que mes confrères aient fait de moi une sorte d'égoutier littéraire. Eux dont les yeux exercés devraient reconnaître en 10 pages les intentions d'un romancier, et je me contente de les supplier humblement de vouloir bien à l'avenir me voir tel que je suis et me discuter pour ce que je suis. Il était facile cependant de comprendre Thérèse Raquin, de se placer sur le terrain de l'observation et de l'analyse, de me montrer mes fautes véritables, sans aller ramasser une poignée de boue et me la jeter à la face au nom de la morale. Cela demandait un peu d'intelligence et quelques idées d'ensemble en vraie critique. Donc il dit que les critiques font pas leur boulot et qu'ils n'ont rien compris à son livre. Le reproche d'immoralité, en matière de science, ne prouve absolument rien. Je ne sais si mon roman est immoral. J'avoue que je ne me suis jamais inquiétée de le rendre plus ou moins chaste. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas songé un instant à y mettre les saletés qui y découvrent les gens moraux. C'est que j'en ai écrit chaque scène, même les plus fiévreuses, avec la seule curiosité du savant. C'est que je défie mes juges d'y trouver une page réellement licencieuse, faite pour les lecteurs de ces petits livres roses, de ces indiscrétions de boudoir et de coulisses qui se tirent à 10 000 exemplaires et que recommandent chaudement les journaux auxquels les vérités de Thérèse Raquin ont donné la nausée. Donc après avoir critiqué la critique, il critique les lecteurs, qui n'aiment que les romans à l'eau de rose et ne cherchent pas à comprendre la vie véritable. Quelques injures, beaucoup de niaiseries, voilà donc tout ce que j'ai lu jusqu'à ce jour sur mon œuvre. Je le dis ici tranquillement, comme je le dirais à un ami qui me demanderait dans l'intimité ce que je pense de l'attitude de la critique à mon égard. Un écrivain de grand talent, auquel je me plaignais du peu de sympathie que je rencontre, m'a répondu cette parole profonde. Vous avez un immense défaut qui vous fermera toutes les portes. Vous ne pouvez causer 2 minutes avec un imbécile sans lui faire comprendre qu'il est un imbécile. Cela doit être. Je sens le tort que je me fais auprès de la critique en l'accusant d'inintelligence, et je ne puis pourtant m'empêcher de témoigner le dédain que j'éprouve pour son horizon borné et pour les jugements qu'elle rend à l'aveuglette, sans aucun esprit de méthode. Je parle, bien entendu, de la critique courante, de celle qui juge avec tous les préjugés littéraires des sots, ne pouvant se mettre au point de vue largement humain que demande une œuvre humaine pour être comprise. Jamais je n'ai vu pareille maladresse. Les quelques coups de poing que la petite critique m'a adressés à l'occasion de Thérèse Raquin se sont perdus comme toujours dans le vide.
Elle frappe essentiellement à faux, applaudissant les entrechats d'une actrice enfarinée et criant ensuite à l'immoralité à propos d'une étude physiologique, ne comprenant rien, ne voulant rien comprendre et tapant toujours devant elle, si sa sottise prise de panique lui dit de taper. Il est exaspérant d'être battu pour une faute dont on n'est point coupable. Par moments, je regrette de n'avoir pas écrit des obscénités. Il me semble que je serais heureux de recevoir une bourrade méritée, au lieu de cette grêle de coups qui tombe bêtement sur ma tête, comme des tuiles, sans que je sache pourquoi. Il n'y a guère à notre époque que 2 ou 3 hommes qui puissent lire, comprendre et juger un livre. De cela je consens à recevoir des leçons, persuadés qu'ils ne parleront pas sans avoir pénétré mes intentions et apprécié les résultats de mes efforts. Ils se garderaient bien de prononcer les grands mots vides de moralité et de pudeur littéraire. Ils me reconnaîtraient le droit, en ces temps de liberté dans l'art, de choisir mes sujets où bon me semble, ne me demandant que des œuvres consciencieuses, sachant que la sottise seule nuit à la dignité des lettres. À coup sûr, l'analyse scientifique que j'ai tenté d'appliquer dans Thérèse Raquin ne les surprendrait pas. Ils y retrouveraient la méthode moderne, l'outil d'enquête universel dont le siècle se sert avec tant de fièvre pour trouer l'avenir. Quelles que dussent être leurs conclusions, ils admettraient mon point de départ, l'étude du tempérament et des modifications profondes de l'organisme sous la pression des milieux et des circonstances. Je me trouverais en face de véritables juges, d'hommes cherchant de bonne foi la vérité, sans puérilité ni fausse honte, ne croyant pas devoir se montrer écœurés au spectacle de pièces d'anatomie nues et vivantes. L'étude sincère purifie tout, comme le feu. Certes, devant le tribunal que je me plais à rêver en ce moment, mon œuvre serait bien humble. J'appellerais sur elle toute la sévérité des critiques. Je voudrais qu'elle en sortît noire de rature. Mais au moins j'aurais eu la joie profonde de me voir critiquer pour ce que j'ai tenté de faire, et non pour ce que je n'ai pas fait. Il me semble que j'entends dès maintenant la sentence de la grande critique, de la critique méthodique et naturaliste, qui a renouvelé les sciences, l'histoire et la littérature. Thérèse Raquin est l'étude d'un cas trop exceptionnel. Le drame de la vie moderne est plus souple, moins enfermé dans l'horreur et la folie. De pareils cas se rejettent au second plan d'une œuvre. Le désir de ne rien perdre de ses observations a poussé l'auteur à mettre chaque détail en avant, ce qui a donné encore plus de tension et d'âpreté à l'ensemble. D'autre part, le style n'a pas la simplicité que demande un roman d'analyse. Il faudrait en somme, pour que l'écrivain fît maintenant un bon roman, qu'il vît la société d'un coup d'œil plus large, qu'il la peignît sous ses aspects nombreux et variés, et surtout qu'il employât une langue nette et naturelle. Je voulais répondre en 20 lignes à des attaques irritantes par leur naïve mauvaise foi, et je m'aperçois que je me mets à causer avec moi-même, comme cela m'arrive toujours lorsque je garde trop longtemps une plume à la main. Je m'arrête, sachant que les lecteurs n'aiment pas cela. Si j'avais eu la volonté et le loisir d'écrire un manifeste, peut-être aurais-je essayé de défendre ce qu'un journaliste, en parlant de Thérèse Raquin, a nommé la littérature putride. D'ailleurs, à quoi bon? Le groupe d'écrivains naturalistes auquel j'ai l'honneur d'appartenir a assez de courage et d'activité pour produire des œuvres fortes, portant en elles leur défense. Il faut tout le parti pris d'aveuglement d'une certaine critique pour forcer un romancier à faire une préface. Puisque par amour de la clarté j'ai commis la faute d'en écrire une, je réclame le pardon des gens d'intelligence qui n'ont pas besoin, pour voir clair, qu'on leur allume une lanterne en plein jour. Donc, dans cette préface, le but de Zola est de se défendre des critiques qui, d'après lui, n'ont rien compris à son but, mais aussi de faire l'éloge du mouvement naturaliste et du travail de l'écrivain naturaliste qu'il est, qui est, d'après lui, un travail de recherche scientifique pour expliquer le fonctionnement des passions humaines.